On va donc commencer ce dernier cours, cette dernière leçon. La semaine dernière, je vous avais parlé en fait de diatomées, en insistant peut-être un peu plus sur les variétés et sur le côté un petit peu biologique des diatomées. Donc la leçon d'aujourd'hui va plutôt insister sur l'aspect matériaux en fait. Quels sont les types de propriétés que l'on peut attendre en utilisant finalement ces superbes objets. Donc vous voyez, je vous rappelle tout d'abord qu'il y a une très très grande variété de diatomées. Bon, il y a plus de 200 000 espèces de diatomées différentes, et donc la morphologie est génétiquement contrôlée. Vous avez des diatomées de formes variables. La plupart de ces objets ce sont des algues qui sont recouvertes par une microcoque de silice qui présente des porosités hiérarchiques. Alors, au niveau donc des productions de diatomées, bon, il y a celles que l'on trouve dans le phytoplancton, ça c'est la base, en fait, c'est celle qui... Mais on peut également trouver donc des diatomées soit sous forme fossile, si on s'intéresse en particulier à la partie silice, donc la partie purement minérale. Donc je vous rappelle ce que je vous ai montré la dernière fois, donc des productions qui sont au niveau de la France de l'ordre de 230 000 tonnes par an, et au niveau mondial, c'est plutôt aux alentours de 2 millions de tonnes par an. Donc ça, c'est utiliser finalement les fossiles de diatomées, qu'on appelle également diatomites, terre de diatomées par exemple, ou bien on peut dans certains cas produire finalement des diatomées par aquaculture. Donc vous voyez que vu le cycle de reproduction de ces microalgues, en fait, une cellule génère 10 puissance 8 cellules en un mois, ce qui veut dire que même avec des installations relativement raisonnables, du type, je dirais, demi-grand, quart de grand, on peut produire 10 kg par jour de diatomées. L'avantage de ces méthodologies-là, c'est qu'on va être sélectif sur un type de diatomée ou sur une famille de diatomées, plutôt que d'obtenir finalement toute une collection de diatomées. Et ça peut être important dès que l'on se focalise sur une thématique beaucoup plus matériaux. Alors, pourquoi ces systèmes sont intéressants? Bon, si je ne m'attarde que sur la coque de silice, ce sont des coques poreuses en silice à structure hiérarchique. La silice est un isolant qui est transparent. Les modules d'ion de ces diatomées tournent autour de 22-23 gigapascales, ce qui n'est pas négligeable. Un deuxième avantage d'avoir des coques en silice, c'est que tous les chimistes savent que la silice présente une certaine solubilité et que cette solubilité elle est contrôlable. Donc on peut utiliser ces diatomées comme des supports poreux, comme des diélectriques. Vous allez voir également que ça peut être intéressant pour l'optique. D'autre part, c'est quand même une chimie assez souple, puisque la base de la synthèse des diatomées, de la biosynthèse, c'est de la chimie douce. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir modifier les compositions chimiques des diatomées, soit par voie biologique, en jouant justement sur les aspects de la souplesse, de la versatilité de la chimie douce, soit par voie chimique. Dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que finalement, dans le domaine des tailles des diatomées, on est toujours dans les domaines microniques. Ce qui veut dire qu'on peut espérer obtenir des dispersions colloïdales et donc des facilités de mise en forme. Même si à ces échelles-là, les stabilités ne vont pas être celles que l'on obtient avec des petits colloïdes de type nanomatériaux. Donc qui dit mise en forme, ça veut dire que ça peut être intéressant de développer des substrats pour la microélectronique. Alors, d'autres avantages, c'est abondant et peu coûteux. Et il y a une grande diversité, comme je vous l'ai signalé, puis c'est biocompatible et non toxique, parce qu'en plus, toutes ces silices-là sont faites par des voies de chimie douce. Et dans la leçon 4, je vous avais clairement montré les différences de toxicité entre des silices faites, par exemple, par des voies thermiques et des silices construites par des voies de chimie douce. Il y a des écarts de toxicité qui sont assez colossaux, à l'avantage des silices faites par chimie douce. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme domaine dans lesquels, au niveau de la recherche, tout du moins, les gens s'excitent un petit peu dans les domaines d'application? Bon, la santé, il y a quelques exemples, je vous en montrerai sur les vecteurs, les sondes. On pourrait penser à la cosmétique. En micro-optique et microélectronique,
Il y a également quelques touches au niveau de la recherche. L'essentiel de ce qu'on trouve, comme exemple, ça concerne plus les aspects environnement, comme capteurs, filtres, des catalyseurs. Ce sont de très bons absorbeurs pour les métaux lourds. Et également, il y a quelques tentatives pour montrer que ces matériaux pourraient être intéressants dans le domaine de l'énergie. En particulier, je vous montrerai quelques exemples qui concernent en fait des batteries, tout du moins des électrodes ou des photoélectrodes. Alors, le premier exemple, bon, pour les plus anciens ou pour les plus jeunes cinéphiles, vous avez tous en tête en fait le fameux film d'Henri-Georges Clouzot. Bon, c'est un ancien film, 1953, donc Le salaire de la peur. Et vous vous rappelez que le problème principal était de transporter finalement 400 kg d'un explosif, la trinitroglycérine, dans des chemins parfaitement perturbés. Et donc en fait, c'est un explosif qui est très sensible aux frictions, au choc et aux moindres élévations de température. Donc c'était un petit peu l'intérêt du film, qui était un film à l'époque, un film à suspense, je dirais. Donc ce type d'explosif, il faut arriver à le stabiliser. Enfin, indépendamment que c'est un explosif, c'est aussi un vasodilatateur. Et donc la personne qui avait trouvé une bonne idée pour stabiliser finalement cette nitroglycérine, c'est Alfred Nobel. Donc c'est avec ça d'ailleurs qu'il a fait sa fortune, puisque en fait, en l'imprégnant finalement sur des diatomites, sur la terre de diatomée, ça permet finalement de stabiliser, de compacter le système, de pouvoir transporter finalement cet explosif que vous connaissez sous le nom de dynamite. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est comme je vous le disais, c'est un médicament pour soigner les maladies de cœur, et en fait, Alfred Nobel souffrait de très forte cardiopathie. Et d'ailleurs, il aurait su à l'époque, peut-être qu'il aurait également utilisé la dynamite pour autre chose que pour faire sauter la moitié de la planète. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, la richesse des formes de diatomée, c'est ce que je vous ai raconté la dernière fois, mais je vous résume. Vous voyez, vous avez des formes très très variées. Bon, avec, je dirais, deux grandes familles, ce qu'on appelle les pénales et les centriques, avec des symétries bilatérales ou radiales. Et donc des formes très très variées, sous forme de tubes, des formes aplaties, des formes en 3 dimensions. Et toutes ces formes présentent finalement des tailles, à nouveau, du micron à 500 microns, en regardant ça de façon large, mais beaucoup se trouvent vers la dizaine de microns, ce qui est une taille assez intéressante, avec des porosités hiérarchiques. Ça, c'est un premier point. Alors les chimistes savent très bien qu'à partir du moment où on travaille sur de la silice, eh bien, on va être capable de faire de la dissolution contrôlée. Alors, vous trouvez dans la littérature aujourd'hui un certain nombre d'études où les gens essayent justement de réutiliser les diatomées pour en faire des matériaux. Alors, il y a déjà un problème qui peut se poser quand on utilise par exemple de la diatomite, c'est la séparation des diatomées, parce que vous avez un mélange multi-espèces et surtout multiforme. Et donc, en fait, la plupart des études arrivent finalement par des processus de lavage et de décantation successifs à être sélectifs finalement sur les formes des diatomées obtenues. Ça, c'est un premier point. Et également, ce sont essentiellement des équipes chinoises qui travaillent la dissolution contrôlée par essentiellement de l'acide fluorhydrique ou de la base, mais c'est plutôt de la chèvre diluée, de telle façon, vous voyez, si vous partez d'une diatomée avec un certain nombre de caractéristiques structurales au niveau de la taille, de la perforation maximum, et puis également des différentes hiérarchies dans le pore, eh bien vous arrivez très bien à ajuster les porosités finales de l'objet que vous voulez utiliser en tant que matériau. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir ce degré d'ajustement, et lorsqu'on ajuste justement la porosité, ça veut dire qu'également on va tout simplement ajuster le rapport en fait, le rapport structural entre un espace où il y a l'indice de réfraction qui est élevé et un espace où il y a du vide. Donc vous allez voir que ça peut avoir un certain intérêt lorsque l'on va parler vers la fin de l'exposé de cristaux photoniques. Donc ça peut se faire. Alors vous voyez, j'ai juste un exemple à vous montrer. Ça, ce sont des diatomées qui ont été simplement lavées soigneusement. Donc en fait, il y a une conservation de la morphologie, et très facilement, on peut s'amuser à agrandir les perforations. Voilà. Donc il y a un grand nombre d'exemples dans la littérature où les gens arrivent très bien à contrôler. C'est un protocole finalement, une recette, mais ça, ce sont des choses qui peuvent être très très bien faites.
Alors, ce que l'on peut tout de suite avoir en tête, c'est que finalement, si on regarde du côté des nanotechnologies, en particulier si on regarde tout ce qui se fait en électronique, les circuits 3D sont généralement élaborés par couches. Donc on peut avoir en tête de dire, bon, bah, on va essayer de réaliser des systèmes bidimensionnels par couche à base de diatomées. Alors pour cela, évidemment, on a tout de suite en tête de se dire, oui, on va en plus du fait qu'on va pouvoir faire des couches de diatomées, on va pouvoir utiliser finalement ces porosités hiérarchiques avec une fonctionnalisation de surface qui va être simple à faire, puisque en fait la surface est de la silice et que la chimie de fonctionnalisation de la silice est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années. Donc pour cela, eh bien, on va plutôt choisir des frustules de diatomées qui justement ont des formes propices pour faire des dépôts en couches. Donc typiquement, de nombreuses études qui ont été faites sur le développement en fait, des diatomées en nanosciences et nanotechnologies se restreignent à un certain nombre de familles de diatomées, et pour la plupart de celles qui ont été déposées sous forme, je dirais, de films ou de couches, ce sont des systèmes fortement anisotropes de type plaquette, et ça vous comprenez très bien. Pourquoi? Parce que finalement, des assiettes, c'est beaucoup plus facile à déposer sous forme d'un dépôt bidimensionnel. Alors il y a énormément de travaux qui ont démarré aux alentours des années 2005, et on en compte, je dirais, de plus en plus. Alors mon avis personnel sur les travaux qui ont été faits, je dirais, à la fois il y a des travaux novateurs et qui sont intéressants du point de vue scientifique. Il y a également beaucoup de travaux qui sont faits parce qu'on est dans un monde de communication et que lorsque les objets sont beaux, eh bien, la communication est plus facile. Mais ce n'est pas forcément toujours des travaux, je dirais, scientifiquement, qui sont tous pertinents et intéressants. Alors si je regarde un petit peu les diatomées qui sont les plus faciles à mettre en forme, vous voyez, je vais trouver plutôt des diatomées de type centrique. En particulier, si je veux faire de très jolis films, je vais prendre la diatomée qui est en haut sur la diapositive à droite. Alors voilà ce qu'on peut faire. On peut faire des dispersions colloïdales de diatomées et puis simplement contrôler le processus de dépôt comme avec des colloïdes et de formation de films. Et on peut obtenir, vous voyez, des systèmes qui sont relativement réguliers. Bon, ça c'est simplement une image. Donc on peut espérer faire des dépôts de diatomées de façon, je dirais, relativement uniforme, même si les objets de base ici ont une taille de l'ordre de 10 microns. Alors, je vous rappelle, c'est ce que je vous ai montré dans le cours la dernière fois, eh bien on peut sélectivement arriver à colorer la silice de la diatomée simplement au moment de la réplication par dopage en fait avec des colorants ou des organosilanes colorés qui permettent de voir exactement la partie qui est en train de se reproduire dans une diatomée, puisque bon, je ne vais pas vous refaire le cours de la dernière fois, mais ce sont des systèmes qui ont un mode de reproduction par mitose. Et donc si vous ne colorez pas la silice de départ, au moment où la diatomée se sépare, eh bien, elle récupère finalement de la silice du milieu réactionnel. Si cette silice a le bon goût d'être marquée par un colorant, eh bien, vous voyez très clairement que la cellule est en train de se séparer en deux cellules, et la formation finalement de la silice qui est nouvelle. Donc on peut très facilement colorer les silices des diatomées. Alors à partir du moment où on fait des dépôts bidimensionnels, vous voyez, de ce type, qui sont loin d'être parfaits, mais c'est suffisant, je dirais, au niveau de, sans doute pas d'une application, mais au niveau d'une publication, eh bien on peut, vous voyez, obtenir des systèmes 2D ou imprimer en fait de l'information en utilisant finalement une réponse optique qui, dans ce cas-là, va être simplement le marquage de la silice avec un luminophore vert. Alors, on peut jouer sur des technologies, je dirais, qui sont assez connues, tout ce qui est micro- et nano-répliques, simplement, vous voyez, en déposant des diatomées, en formant un moule de polydiméthylsiloxane. Donc ça, c'est très classique en microfluidique. Et ensuite, on démoule l'ensemble, on obtient, on récupère finalement la forme et les porosités de l'ensemble de diatomées sur ce moule. Et sur ce nouveau moule, eh bien, on peut faire de nouvelles répliques avec, par exemple, des polymères qui vont finalement être les répliques poreuses
des diatomées. Alors donc quand on veut changer de système au niveau des indices par exemple ou au niveau de la mise en forme, eh bien on peut récupérer des structures je dirais poreuses hiérarchiques dans des matériaux je dirais organiques de type polymère relativement variés. Donc ça c'est une possibilité. On peut également voyez, utiliser en fait les diatomées comme un gabarit et évaporer simplement de l'or. Bon, après, ce sont des techniques, je dirais, assez classiques. On met une colle, on enlève le gabarit, on récupère des répliques d'or. Et ce que vous voyez ici, ce sont les diatomées qui ont été utilisées. Et ici, en fait, les répliques d'or qui ont été formées, en fait, en utilisant les diatomées comme gabarit. Donc, on recompose, vous voyez, de façon assez esthétique et surtout précise au niveau de la dimensionnalité ce genre d'objet avec de l'or. On le voit même peut-être mieux sur ce transparent où ce sont des données de microscopie AFM. On voit très bien, vous voyez, les plots d'or. Et ici, vous voyez, donc, ici, vous avez très très clairement des plots d'or de différentes tailles que vous arrivez vraiment à calibrer. Et il y a un très bon contrôle sur le mode de réplication. Alors, utiliser en fait de l'or ou bien des répliques en PDMS pour obtenir des polymères, c'est une option. On peut avoir envie justement de faire des matériaux poreux, mais avec, je dirais, des composés, je dirais, une plus large gamme de composés. Alors, ce qui peut être fait, c'est d'utiliser finalement à nouveau, vous voyez, la diatomée comme un gabarit, et puis utiliser des techniques du type ALD, Atomic Layer Deposition. C'est simplement l'évaporation de précurseurs qu'on fait réagir un à un sur les surfaces pour faire pratiquement des monocouches. Et bon, donc c'est une technique qui est longue, en fait, si on veut faire des films épais, mais si on veut modifier, en fait, sur un ensemble de quelques molécules des surfaces, c'est une technique qui peut être intéressante. L'avantage de l'ALD, c'est que globalement, on pénètre partout, donc on a une couverture de surface qui est très homogène, avec une variété de précurseurs, je dirais, relativement large au niveau des possibilités offertes par la chimie. Alors, dernier exemple qui concerne plus les aspects procédés. Eh bien, on peut faire de l'impression 3D. Ça, c'est un exemple que j'ai trouvé. C'est en fait un travail qui est mixte entre un procédé qui a été publié dans Nature il y a quelques années et puis en fait des chercheurs qui s'intéressaient plus à utiliser les gabarits, les diatomées comme gabarits. Alors, l'idée, c'est de faire de l'impression 3D avec, au départ, vous voyez, l'encre est un polyélectrolyte concentré, et donc on gère finalement la viscosité de l'encre en gérant la stoichiométrie, je ne rentre pas dans les détails, et en fait l'encre elle est précipitée dans cette cloche, et donc c'est dans un réservoir eau alcool, et en fonction je dirais du rapport eau alcool, et on a des précipitations plus ou moins marquées, mais ça reste de l'impression 3D, c'est-à-dire que l'image que l'on forme est asservie finalement à un ordinateur. Donc on obtient ce genre de système, vous voyez, en prenant par exemple comme modèle une structure de diatomée, on arrive à reproduire la structure de diatomée par impression 3D. Et ensuite, eh bien, on recouvre simplement le système de silice, puisque ce sont des polymères ioniques, je dirais au niveau de l'adhésion, ça ne pose pas trop de problèmes. Et ensuite, une fois qu'on a recouvert de silice, eh bien, on brûle par traitement thermique les parties organiques et on récupère finalement une forme et une porosité qui ressemble à une diatomée par synthèse synthétique. Donc ça, ce sont les exemples que j'ai trouvés, je dirais, les plus pertinents dans la littérature. Alors bien entendu, un petit réservoir micronique en silice chimie douce, fait par chimie douce, naturellement, je vous ai suffisamment montré d'exemples dans les cours précédents, qui en fait vantait les intérêts de ces matériaux pour faire des vecteurs thérapeutiques. Et donc de la même façon, eh bien, on a des systèmes à faible coût qui sont biocompatibles, qui sont même des matériaux naturels, et a priori on peut faire de la vectorisation avec ces systèmes. Bon, la seule prudence qu'il faut avoir, c'est que la taille de ces objets, ce sont des objets qui tournent autour du micron, et donc en fait il faudra plutôt viser en fait soit de l'implantation, soit des voies orales, soit des traitements cutanés. Alors comment on peut faire? Simplement, c'est une particule poreuse qu'on peut charger avec un principe actif,
je dirais en fonction de ce que l'on veut faire. Là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est une molécule qui s'appelle l'indomécine. Alors on peut, bien évidemment, c'est ce que je vous disais au départ, on a toute la chimie de la silice à notre disposition et donc on peut modifier ces surfaces avec des sondes ou des cibles, des biorécepteurs, on peut charger de médicaments ou de particules magnétiques ou autres. Donc je vous montre juste 2 exemples que j'ai trouvé intéressants. Le premier, en fait, vous voyez, c'est des modifications de surface de diatomées de telle façon à modifier les affinités entre le principe actif qui va être chargé dans la diatomée et puis la surface poreuse qui va accueillir ce principe actif. Donc là, on part d'une diatomée objet naturel, c'est de la silice, donc une première réaction de couplage toute simple avec un aminopropyle, je dirais ça c'est vraiment le b.a.-ba de cette chimie-là. Et ensuite, on peut, sur l'aminopropyle, faire un ancrage covalent avec d'autres fonctionnalités. Donc l'exemple que j'ai choisi de vous montrer, c'est parce que c'est un petit peu à la mode, je dirais, c'est de l'oxyde de graphène. Donc on peut greffer de façon covalente sur ces fonctions amines l'oxyde de graphène. Alors qu'est-ce que ça donne ensuite? Ce système peut être chargé en indométhacine, et donc cet anti-inflammatoire peut être chargé quand même à des niveaux qui ne sont pas négligeables parce qu'on peut charger ces diatomées à 28% en poids. Donc ce sont des niveaux de charge qui commencent à être assez intéressants. Et les études globales, donc, que je ne vous détaillerai pas aujourd'hui parce que ça me prendrait trop de temps, montrent clairement que sur ces diatomées, si on ajuste la fonctionnalité de surface, en gérant très bien la balance hydrophile entre la surface et le principe actif, on contrôle non seulement le taux de charge qui peut être optimisé dans le cas présent à 28%, mais également, plus intéressant, eh bien, ça va moduler la vitesse du relargage du principe actif. Donc là, je vous passe sur les caractérisations. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça, c'est les vitesses de relargage du principe actif dans ce type de diatomée. Donc ça, c'est le relargage cumulé à temps court. En fait, ce que vous observez, c'est 2 types de relargage. Un relargage à temps court et un relargage à temps long. Et en particulier, le relargage à temps long va être dépendant du pH. Donc déjà, vous voyez que le système chargé en diatomée qui ne porte pas, dans lequel la balance hydrophile-hydrophobe n'a pas été bien gérée, est relargué assez rapidement. Si on rajoute en fait justement une fonctionnalisation de surface, dans le cas présent c'est de l'oxyde de graphène, on commence à avoir des temps de relargage à temps court, c'est de l'ordre de 2 heures, vous voyez, mais qui sont quand même assez différents. Par contre, la grosse différence, ça va être sur les temps longs. Vous voyez, si je prends l'exemple du relargage du matériau optimisé à pH 3,5, pH 3,5, ce sont des pH qui peuvent être largement obtenus au niveau de l'estomac, je dirais. Et donc vous avez en fait un relargage à temps court de l'ordre de 30% du potentiel actif, et vous obtenez 90% de relargage, mais vous voyez, pratiquement à 40 jours. Donc ça devient finalement un système intéressant pour la délivrance contrôlée, justement avec ces 2 temps, un traitement à temps court et un traitement à long terme, en fait avec le même type de vecteur. Alors on peut compliquer un petit peu ce genre de vecteur en incluant finalement des objets magnétiques. Bon, ça c'est des choses que je vous ai déjà montrées dans le cadre des exemples avec les silices mésoporeuses. Donc on va, en plus du principe actif, on va rajouter des toutes petites particules d'oxyde magnétique, d'oxyde de fer. Bon, dans le cas présent, elles sont fonctionnalisées de façon particulière, de telle façon à faire des ancrages plus marqués de ces nanoparticules. Et on va choisir un principe actif. Bon, dans le cas de l'étude, c'est simplement de la rhodamine parce que c'est beaucoup plus facile à voir. Et donc le but, c'est d'obtenir des vecteurs qui vont pouvoir être guidables par champ magnétique. Alors ce que vous voyez ici, c'est les diatomées chargées en principe actif et en nanoparticules. Et donc là, c'est simplement un aimant. Et vous voyez bien que l'essentiel de la partie, je dirais, solide se colle à l'aimant. Alors ensuite, ce qui a été fait, ce sont des études sur souris, en fait, par injection de ces systèmes colloïdaux dans la veine de la queue de la souris et par guidage, vous voyez, par guidage sur la tumeur à l'aide justement d'un petit aimant. Alors voilà ce que ça donne au niveau de l'imagerie.
Ici, bon, vous avez une imagerie par résonance magnétique nucléaire. Je vous rappelle que lorsque l'on utilise des oxydes de fer, on a un contraste IRM en T2, et donc en fait, le contraste se fait en noircissant les zones qui sont proches des nanoparticules. Donc ça, c'est sans aimant, et donc la tumeur, visiblement, on n'arrive pas à localiser le principe actif au niveau de la tumeur. Et ça, c'est avec l'aimant, justement. Et vous voyez très clairement, il y a toute une zone noire, sombre, hein, qui montre que l'on arrive à relocaliser ces objets-là sur la tumeur par guidage magnétique tout simple. Hein. Donc là, ce sont en fait les mêmes images, mais prises avec le colorant qui a été utilisé comme modèle de principe actif. Hein, et en particulier au niveau de la tumeur, vous voyez que vous avez déjà une réponse qui est nettement marquée. Et sur les tumeurs extraites, alors là, on le voit de façon assez évidente. Hein. Donc ça, ce sont des types d'études que les gens sont en train de faire. Vous voyez, c'est du 2014 en ce moment avec ce type de diatomée. Évidemment, ça reste, de mon point de vue, des études, je dirais, au niveau académique intéressantes. Au niveau appliqué, elles sont quand même encore un peu loin derrière toutes les études que j'ai pu vous montrer dans les cours précédents, hein, au niveau justement de la taille des objets, le ciblage et toutes les propriétés qu'il faut absolument maîtriser pour obtenir des vecteurs efficaces. Alors, ces silices de type diatomée, hein, c'était le cours de la dernière fois, ce sont des composites, ce sont des hybrides, silice protéines, hein, mais le processus d'élaboration, hein, c'est de la chimie douce, c'est-à-dire qu'on va utiliser des précurseurs de type acide silicique ou bien des précurseurs, je dirais, modifiés par des groupements organiques. Et donc, via des réactions de polycondensation, via de la chimie douce, on va obtenir des systèmes de type diatomée, ça c'est le système biologique. On peut également obtenir des silices ou des gels de silice par voie, je dirais, chimique classique. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez sur ces silices, c'est qu'elles ont en fait toutes, elles ont une propriété particulière, c'est que toutes les silices obtenues par chimie douce présentent une luminescence bleue associée à des défauts. Il y a toujours des défauts dans ces silices, et il y a une luminescence bleue qui est plus ou moins bien marquée, vous voyez. Alors, si on a envie, on peut s'amuser à augmenter via, en fait, je dirais, des astuces chimiques, le nombre de défauts. Donc ça, c'est un travail, vous voyez, qu'on a fait il y a un certain nombre d'années. On s'est amusé à augmenter les défauts d'une silice, je dirais, obtenue par chimie douce type sol-gel, en modifiant un petit peu la nature des précurseurs, parce qu'on savait que ces précurseurs-là allaient nous permettre d'induire des défauts. Alors vous voyez ce que ça peut donner. Au niveau de l'émission, là, il n'y a pas photo, comme on dit. L'émission, elle se voit à l'œil, alors que sur une silice habituelle, eh bien, il faut avoir un fluorimètre pour voir l'émission bleue, alors que là, elle se voit à l'œil. J'ai trouvé que cet exemple était assez suffisamment saisissant pour marquer les esprits. Donc si on continue dans le cadre des diatomées, justement, eh bien les diatomées, la silice présente une luminescence bleue. Alors l'avantage de la diatomée, c'est que vous voyez, vous avez tout un système de pores à structure hiérarchique et que vous pouvez très facilement infiltrer finalement des gaz et des volatiles qui vont venir s'absorber sur les défauts intrinsèques de la silice et donc modifier finalement sa réponse. Donc de façon assez évidente, ça va permettre de faire des capteurs. Hein. Ça, c'est des exemples qui ont été publiés maintenant il y a quelques années. Ce sont des capteurs à NO2 où finalement, eh bien, on peut, vous voyez, optiquement, on a une variation de la photoluminescence simplement entre la diatomée native et puis la diatomée, une fois qu'elle a absorbé la molécule que l'on souhaite sonder. Donc en fait, il y a un certain nombre de capteurs avec d'autres types de volatiles qui sont développés en fait avec justement ces diatomées en utilisant essentiellement la propriété que je viens de discuter très rapidement avec vous, c'est-à-dire cette photoluminescence intrinsèque de toutes les silices sol-gel. Et dans le cas présent, c'est une silice biogénique, mais elle est également faite par chimie douce. Alors on peut évidemment sortir tout l'arsenal des réactions de couplage, c'est-à-dire qu'on peut modifier la surface de la diatomée avec
typiquement des anticorps. Dans le cas présent, ce sont des anticorps de lapin. Et puis, eh bien, faire une reconnaissance en fait, de l'antigène en fait, par couplage, ça c'est classique. Et puis, ce couplage-là va se traduire par des modifications, vous voyez, de la réponse optique. Donc, on peut s'amuser à faire des biocapteurs avec également, en utilisant finalement des supports de type diatomée, donc qui sont des supports très très peu coûteux. Alors ça, ce sont les aspects, je dirais, modification de surface, avec des propriétés qui visaient plus, je dirais, le domaine je dirais, vecteur ou capteur, biocapteur. On peut, bien entendu, puisqu'on a des silices parfaitement structurées, poreuses, avec beaucoup de surface accessible, eh bien, on peut faire de la transformation chimique de diatomées. C'est-à-dire qu'on va utiliser des modes d'élaboration de type synthèse hydrothermale, vous voyez, donc également on peut faire de la carbonisation, on peut faire de la conversion gaz solide, des réactions de réduction ou de polymérisation, bon, toute une série, ou même du bioprocédé, je reviendrai là-dessus dans quelques instants, et pour retransformer finalement une population de diatomées que j'aurais choisi. Par exemple, là, c'est une population d'Olacoseira qui est très, très jolie, enfin très esthétique. Elle est très souvent utilisée également dans pas mal d'articles de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme type de matériaux? Bien, évidemment, qui dit silice, ben, on peut faire rendre zeolitique en fait ces silices. Ça, je ne vous apprendrai rien, mais on peut également faire des composites carbone ou platine carbone, passer à du nitrure de bore, vous voyez, des compositions un petit peu plus difficiles, ou bien des oxydes de métaux de transition, ou des systèmes du type barium titanate, hein, qui sont des ferroélectriques. Donc on peut vraiment commencer à s'amuser avec la composition chimique, tout en essayant de préserver finalement la forme. On peut également obtenir du silicium. Donc je vais vous montrer, évidemment, je ne vais pas vous montrer 50 exemples, parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais je vais simplement vous montrer quelques exemples. Vous voyez, donc ça c'est le passage de diatomée de silice à soit de l'oxyde de titane, soit du BN, soit de l'oxyde de zirconium, soit donc ce type de matériau, type titanate de barium. Donc en fait, vous voyez, malgré tout, on a quand même une conservation de la forme de l'objet et une conservation relativement raisonnable, au moins dans ces trois cas-là, de la porosité. Bon, il y a des modifications de la porosité, mais globalement, on a quand même une conservation qui n'est pas trop mauvaise. Alors comment fait-on? Eh bien, premier exemple, passage d'une diatomée de silice à une diatomée de TiO2. Eh bien, vous voyez, on fait un traitement avec un gaz, TiF4, à 350 degrés. Ensuite, on fait un deuxième traitement à l'oxygène, hein, pour former justement l'oxyde de titane. Et donc, on obtient ce composé qui est volatile, hein, qui se dégage. Et donc, vous voyez, ça nous permet de passer de cette diatomée à celle-ci avec une modification totale, finalement, de la composition chimique. Alors, on perd un petit peu, hein, pour être honnête, vous voyez bien, ce n'est pas parfait malgré tout. On perd un petit peu de la porosité, mais globalement, c'est quelque chose qui est relativement conservatif. Donc ça, c'est l'exemple avec le titanate de barium ou de strontium ou le composite. Bien, à nouveau, eh bien, on va passer au TiO2 en suivant exactement le protocole précédent. Et là, je dirais tous les chimistes du solide savent qu'à partir du moment où on a du TiO2, je dirais de petite taille, ou tout du moins avec une grande accessibilité de surface, eh bien, on va pouvoir, par imprégnation, commencer à insérer de la base, des bases fortes du type barium et strontium, et insérer finalement les cations à l'intérieur, tout en conservant finalement l'objet de départ. Hein. Donc ça permet d'obtenir du titanate de barium. Alors peut-être plus intéressant, en fait, c'est la transformation maintenant, cette fois-ci, de la frustule de silice en élément silicium. Alors pour cela, eh bien, vous voyez, c'est une réaction qui se fait à chaud, où on encapsule dans un tube sous vide les diatomées et du magnésium métallique, hein, on chauffe. Donc ce chauffage permet donc de volatiliser le magnésium qui devient hyper réactif. Donc on a cette réaction de formation de MgO, le magnésium est très avide d'oxygène, hein, et donc on obtient dans un premier temps en fait un composite MgO silice, vous voyez, avec une forme qui est relativement conservée. Et puis ensuite, on élimine simplement
l'oxyde de magnésium par un lavage en milieu acide et on récupère un monolithe relativement propre en silicium, en élément silicium. Alors les conditions de procédé où il faudra faire attention, parce que c'est des expériences sur lesquelles on a déjà travaillé, c'est les conditions de vide, vous voyez, ici, et les conditions de procédé, les quantités de diatomées à traiter, les volumes accessibles pour obtenir justement le taux de transformation le meilleur. Alors maintenant qu'on a un système qui est un semi-conducteur, hein, on passe d'un isolant la silice à un semi-conducteur, eh bien bon, c'est évident qu'on peut tout de suite connecter des électrodes. Et puis comme on a gardé la surface, eh bien on va pouvoir absorber finalement du gaz, c'est à nouveau l'exemple du NO2, sur en fait le silicium, la couche de SiO2 de surface qui s'est formée, et on obtient à nouveau des capteurs, mais cette fois-ci ce sont des capteurs avec détection électrique que l'on peut obtenir grâce à ce type de matériaux. Alors un autre exemple qui n'a pas encore été vraiment développé dans le cadre des diatomées, mais pour les gens des matériaux qui sont dans la salle, à mon avis, ça sera un exemple intéressant à développer, c'est celui qui concerne les batteries lithium-ion. Hein. Vous savez qu'en descendant de l'échelle micronique à l'échelle nanométrique, ça permet d'utiliser certains éléments comme le silicium et via des réactions de conversion, on forme ce type d'alliage. Hein, et ces électrodes de silicium pourraient être utilisées comme électrodes négatives. Donc à l'échelle macroscopique, c'est une réaction qui marche mal. À l'échelle nanométrique, c'est une réaction, vous voyez, qui marche très bien. Vous avez en fait ici les variations du voltage avec la quantité massique. Et au niveau en fait de la quantité, de la capacité massique, en fait, ce sont des systèmes, vous voyez, qui par rapport aux électrodes utilisées commercialement, qui sont à base de graphite pour certaines, eh bien, il y a au moins un facteur 10. Alors la difficulté, le concept il est là. La difficulté pour utiliser finalement ces électrodes négatives à base de silicium, c'est que cette réaction se fait, vous voyez, avec des variations volumiques qui sont énormes. 400%, ce qui veut dire que finalement on va déconnecter les grains et on ne va plus avoir un réseau de percolation électrique et donc finalement la batterie va s'arrêter de fonctionner, vous n'allez pas contacter. Par contre, à partir du moment où on est capable de faire justement ces espèces d'éponges poreuses qui vont, elles, pouvoir beaucoup mieux accommoder finalement les variations volumiques, il y aurait sans doute, je dirais, une ouverture. Bon, ça c'est plus du projet, hein. Il y aurait sans doute une ouverture intéressante du côté justement des électrodes négatives. Alors, dernier exemple qui concerne l'utilisation du silicium. Hein. Le silicium, vous savez que c'est un matériau qui est utilisé dans le photovoltaïque. Et donc, il y a déjà des études à base de diatomées pour réaliser justement des électrodes hein, qui peuvent avoir des propriétés photovoltaïques. Vous allez voir, les propriétés que je vais vous montrer ne sont pas extraordinaires au niveau des photocourants, mais je dirais que ce sont les premiers travaux, hein, c'est du 2014. Hein. Donc, en fait, comment fait-on? On va utiliser une frustule de diatomée, on va la transformer en silicium via les réactions que je vous ai montrées précédemment. Ben, le silicium, on va le fonctionnaliser de telle façon à faire un hydrure en surface. Bon, ça c'est en technologie silicium, c'est quelque chose d'assez simple. Qui dit j'ai une liaison ici H en surface, donc le chimiste sait que eh bien, ça va très bien marcher pour faire une réaction d'hydrosilylation. Donc je vais fonctionnaliser ce tube mauve avec des fonctions thiol. Pourquoi des fonctions thiol? Parce que simplement, les fonctions thiol sont connues pour avoir une bonne affinité avec l'or, et je vais pouvoir les connecter mes diatomées, vous voyez, sur une électrode d'or, et j'aurai un système sur lequel je peux faire des mesures. Ensuite, je mets l'ensemble dans une cellule électrochimique, et puis, a priori, si j'éclaire, je devrais récupérer une certaine réponse. En fait, c'est simplement une démonstration de faisabilité, ça n'a pas plus de prétention. Alors ce que ça donne, voilà, vous voyez, donc ici vous avez les diatomées non fonctionnalisées, donc qui sont simplement collées sur l'or, hein, et là vous avez en fait le système collé sur or, donc clairement vous avez un photocourant qui est tout petit, hein, 80 nanoampères par centimètre carré, mais qui sort largement du bruit de fond, donc ça démontre la faisabilité. Si on veut améliorer un peu, eh bien on met un photocatalyseur sur la surface, en plus, c'est ce qui est fait de façon courante, et vous voyez, on obtient des photocourants qui peuvent être déjà un petit peu plus conséquents. Ça reste dans le domaine de la dizaine de microampères par centimètre carré.
c'est très clair, c'est simplement une démonstration de faisabilité. Ce n'est pas du tout compétitif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre du photovoltaïque silicium. Mais bon, ça ouvre une porte. Alors, je vous ai parlé beaucoup de modifications de surface, d'utilisation de procédés, de réactions plus ou moins thermiques, de modifications finalement également par des organosilanes. Alors il y a une autre façon de modifier la composition chimique des diatomées, c'est en utilisant finalement au moment du processus de reproduction finalement, en alimentant le bain réactionnel, vous voyez, avec un autre précurseur que le précurseur de silice. En tous les cas, alors l'avantage de ce système-là, c'est qu'on forme en fait un composite dès le départ en ajoutant un précurseur X qui doit être simplement un précurseur à queue compatible. Donc on peut imaginer par exemple, vous voyez, quelque chose qui va ressembler à l'acide silicique, donc de l'acide germanique, qui va être plus intéressant pour l'optique. Je vais vous montrer ou bien un précurseur de titane qui est soluble dans l'eau, ou d'autres types de précurseurs qui vont être solubles dans l'eau, qui vont pouvoir en fait être utilisés comme ajout à ce niveau-là. Alors l'avantage également de ce genre de procédé, c'est que eh bien, vous pouvez séquencer l'introduction de vos précurseurs. C'est-à-dire que vous pouvez introduire de la silice et puis très rapidement du précurseur X, ou bien vous pouvez d'abord introduire de la silice et à un moment donné remettre du précurseur X. Ça veut dire que globalement, vous allez pouvoir créer des gradients, ou bien aller positionner plus sur l'extérieur le précurseur qui vous intéresse. Donc ça permet de moduler finalement les compositions via la création de gradients. Alors, l'un des inconvénients de ce procédé sur ce que je connais à l'heure actuelle, c'est que ça reste limité en fait à des modifications chimiques de l'ordre de, je dirais, quelques pourcents à 10%. Donc on reste dans une gamme de modifications qui reste... on ne peut pas modifier la totalité finalement de... La totalité de la coque de silice par une coque de TiO2 par exemple, c'est des choses qui ne sont pas encore réalisées. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais pour l'instant, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder? Vous voyez, on va simplement, par synthèse in vivo, incorporer du germanium pour doper finalement cette silice avec du germanium pour augmenter le nombre de défauts et pour la rendre beaucoup plus efficace au niveau photoluminescence ou au niveau électroluminescence. Et ça, c'est un travail qui a été fait par des collègues aux États-Unis. Et vous voyez, ici, vous avez la photoluminescence, ça c'est une unité arbitraire, de la diatomée au silicium toute seule, donc ça émet dans le bleu, et ça s'analyse très facilement avec un spectrophotomètre, ça se voit très bien. Par contre, lorsque vous dopez de l'ordre du pourcent en germanium, 1,6%, vous avez une réponse qui est beaucoup plus marquée. Et également, vous pouvez vous servir de ce système dopé au germanium simplement en connectant des électrodes pour avoir une réponse électroluminescente. Alors là, vous avez des réponses dans le vert et dans le rouge. Donc ça vous montre que en modifiant un tout petit peu la composition par voie biologique, eh bien, vous pouvez soit optimiser certaines propriétés comme à gauche, on voit clairement cette photoluminescence bleue, soit en créer une autre comme par exemple l'électroluminescence. Alors une dernière propriété associée aux modifications et je dirais aux cellules solaires. Vous connaissez la cellule solaire à colorant qui a été développée en Suisse par Michael Gratzel. Donc c'est une cellule dans laquelle, pour résumer ça de façon très simple, c'est une cellule où la photoanode, c'est de l'oxyde de titane nanométrique. Vous avez un colorant qui capte la lumière, les photons, qui injecte des électrons dans l'oxyde de titane. Et donc ensuite, via une contre-électrode, eh bien, vous avez la deuxième réaction d'oxydoréduction qui peut avoir lieu à la contre-électrode. Et donc ça permet donc de capter de l'énergie solaire et de produire en fait de l'électricité. Vous avez des rendements avec ces systèmes-là qui sont aux alentours de 10%. Et donc on peut penser que l'utilisation de systèmes à base de diatomées, c'est-à-dire de faire des matériaux vous voyez, dans lesquels on va inclure finalement des nanoparticules contenant justement cet oxyde de titane, ça devrait pouvoir permettre justement d'optimiser finalement certaines réponses optiques.
Alors je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Pourquoi? Parce que bon, je vais vous parler de cristaux photoniques. Donc ça, j'arrive dans la dernière partie de mon exposé. Donc les cristaux photoniques, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des structures périodiques de matériaux diélectriques, hein, qui modifient la propagation des ondes électromagnétiques, un petit peu comme en fait la périodicité des atomes en fait modifie en fait le champ local vu par les électrons, ce qui entraîne finalement au niveau des électrons dans un semi-conducteur, tout du moins, la formation de niveaux d'énergie interdits et d'autres qui sont permis, et l'ouverture de ce qu'on appelle un gap électronique. Donc de la même façon, lorsque l'on a des structures périodiques, cette fois-ci à base de diélectrique, vous voyez, donc c'est ce que j'ai montré ici, c'est-à-dire ce sont des systèmes périodiques dans lesquels vous avez des domaines de fort indice, puis des domaines de faible indice, avec des géométries qui sont assez variables. Et bien de la même façon, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les dimensionnalités de ces objets sont, les périodicités sont dans le domaine de taille des longueurs d'onde de la lumière. Et donc, en fait, les photons, quand ils se propagent dans ces objets-là, en fait, également, ils sont soumis en fait, à des règles de sélection. Hein. Ce n'est plus un gap électronique comme dans le cadre des semi-conducteurs, c'est ce qu'on appelle un gap photonique. Ça veut dire qu'il va y avoir un réseau de diffraction qui va se créer, il va y avoir certaines longueurs d'onde de la lumière qui vont être acceptées et d'autres qui vont être transmises. Et donc, globalement, les objets, je dirais, cristaux photoniques, si on veut observer en fait, des effets sur la coloration, il va falloir travailler avec des structures périodiques. Bon, l'indice et la structure jouent, bien entendu, hein, si on veut regarder les choses dans les détails, mais avec des périodicités, vous voyez, qui se trouvent forcément dans des tailles de type de la longueur d'onde de la lumière, entre 400 et 700 nanomètres. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, je dirais très très bien, puisque ce sont les phénomènes de coloration et d'irisation que vous trouvez dans un certain nombre de matériaux du vivant ou des matériaux minéraux, comme par exemple la coloration d'une des parties, d'une des faces de l'aile des morphos, donc des papillons, également les colorations de ces irisations que vous voyez sur la nacre, ou bien sur les opales naturelles, et vous voyez que vous avez des structures périodiques avec des périodicités qui sont dans les tailles en fait, qui correspondent à la longueur d'onde de la lumière, ou des longueurs d'onde dans le spectre de longueur d'onde de la lumière, avec des parties, je dirais, qui sont avec des indices optiques plus élevés, et puis des vides qui, en fait, ont forcément des indices optiques beaucoup plus bas, puisque vous n'avez pas de matière. Mais vous n'avez pas l'obligation, je dirais, dans un cristal photonique, d'avoir du plein partout. Vous pouvez avoir deux matériaux avec des indices différents. Si l'écart d'indice et la géométrie le permettent, eh bien, vous pouvez également observer ce genre de phénomène d'irisation. Alors d'autres exemples hein, qui sont assez jolis, hein, donc certains scarabées, hein, clairement les couleurs à nouveau sont liées justement à ces effets de cristal photonique. Donc c'est de la couleur structurale, hein, c'est de la couleur qui est associée à ces réseaux de diffraction. Hein. Vous avez une autre origine de la couleur, par exemple si vous regardez dans la couleur verte des feuilles, en fait là c'est la chlorophylle qui donne la coloration. Là c'est pas du tout le même phénomène, c'est un processus d'absorption, une transition électronique entre des états électroniques qui absorbent, je dirais, la lumière à une certaine longueur d'onde qui se trouve dans la gamme du visible, et votre œil finalement voit la couleur non absorbée, c'est-à-dire la couleur complémentaire. Dans le cas présent, ce sont des couleurs de structure, hein. C'est un réseau de diffraction avec des périodicités qui se trouvent dans le domaine des longueurs d'onde de la lumière. Alors bon, vous voyez, ça c'est typiquement les opales, donc qui sont basés sur des empilements de petites billes de silice, donc ça peut fortement être rapproché, je dirais, des structures de type diatomée. Et puis bon, ce genre de coloration également, vous voyez, là c'est de l'organique, mais globalement il y a des contrastes d'indices et des périodicités qui sont en bonne adéquation justement avec la formation de ces réseaux de diffraction, et vous pouvez obtenir, vous voyez, des couleurs qui sont somptueuses et qui sont très variées. Alors, les opales, les diatomées sont appelées, bon, vous voyez justement, opales des mers. Pourquoi? Parce que lorsque l'on les observe, eh bien, en fonction de leur orientation, bien, elles présentent également des couleurs, des iridescences très, très variées.
Hein, alors donc, c'est vraiment un cristal photonique vivant, en fait, la diatomée. Pourquoi? Parce que vous avez, en fait, cette coque de silice avec ces structures poreuses, hiérarchiques, qui sont finalement dans les domaines, pour une partie, dans un domaine submicronique. Donc vous êtes à nouveau dans les bonnes longueurs d'onde. Et puis comme vous avez des réseaux périodiques, même s'il y a un petit peu de désordre, mais il y a quand même une périodicité qui n'est pas trop mauvaise, eh bien vous observez finalement ces effets d'iridescence. Alors les diatomées utilisent en fait cette propriété physique cristal photonique pour une raison principale, c'est que ce sont des microalgues unicellulaires photosynthétiques, donc qui utilisent la photosynthèse, je dirais, pour vivre. Hein. Et donc, une façon donc il faut être sélectif en fait en longueur d'onde, hein. En particulier, bon, je ne reviens pas sur ce qu'est la photosynthèse, hein. Ça je l'ai discuté plusieurs fois. En fait, donc, ce qui se passe, c'est que la diatomée en fait, doit récupérer en fait, les meilleurs photons, les photons les plus intéressants. Et en général, elle ne doit pas être brûlée par le rayonnement UV. Et donc, il faut qu'elle mette en œuvre un moyen, et c'est un moyen physique dans le cas présent. Alors, il y a deux moyens. Il y a la structure, hein, c'est typiquement la structure je dirais, de cristal photonique qui aide, vous allez voir pourquoi, et également il y a l'eau, c'est-à-dire qu'il y a le positionnement de la diatomée par rapport à la surface, qui lui permet également de contrôler finalement la densité de rayonnement, etc. Donc c'est un deuxième filtre, hein. Il n'y a pas que le cristal photonique comme le disent certains. Et donc ça c'est un moyen pour la diatomée de survivre, et c'est des choses qu'elle a optimisées, et donc c'est pour ça qu'elle a en plus en fait ces structures poreuses, hiérarchiques, tout à fait particulières. Hein. Alors, en général, bon, ces structures, ce qu'elles peuvent permettre de faire, c'est qu'elles vont arrêter les couleurs, je dirais, dures, en fait, les couleurs type UV ou bleu, et puis laisser passer les couleurs chaudes, dont le rouge, par exemple, en fonction, finalement, de la structure et des variations d'indices dans le matériau. Hein, donc ça, c'est typiquement l'exemple. Alors, vous voyez ce qu'on peut faire avec des diatomées, justement. Je reviens sur les exemples que je vous ai donnés au début. On peut faire vous voyez, simplement des répliques en polymère. Et on peut étudier finalement le réseau de diffraction obtenu à partir d'une simple réplique. Hein. Donc là, on a un écart d'indice qui peut être modulable en fonction de la composition du polymère. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on voit très très bien. Alors là, en image en champ lointain, la figure de diffraction, vous voyez même les différentes diffractions à différents ordres, en bas, les structures hexagonales. Donc c'est vraiment un cristal photonique de très grande qualité, une diatomée. Hein. Alors on peut s'en servir pour justement faire des dispositifs. Bon, qui dit cristal photonique dit on peut s'en servir pour faire des lentilles, en particulier des micro-lentilles. Alors ce que vous voyez sur cet exemple, c'est des diatomées qui ont été utilisées pour focaliser à un faisceau laser. Donc là, vous avez la réponse du faisceau laser qui est assez large, vous voyez une centaine de microns, vous voyez le spot. Et une fois que le faisceau laser, après transmission et passage au niveau de la diatomée, vous récupérez, vous voyez, un faisceau qui est au moins 10 fois plus petit et qui est très très bien centré. Hein. Donc ça, c'est typiquement à nouveau les propriétés, je dirais, de micro-lentilles que l'on peut espérer de ce genre d'objet, et ça a été fait également sur des diatomées. Alors le dernier exemple qui concerne, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit sur les cellules solaires, eh bien, sur une cellule solaire de type Gratzel, donc un des intérêts, c'est de se dire, bon ben, ne peut-on pas utiliser des diatomées recouvertes d'oxyde de titane, de telle façon à ce qu'on ait quand même une connectivité électronique, et utiliser finalement la structure de cristal photonique de la diatomée pour refocaliser au mieux la lumière, quoi, pour se servir de la diatomée comme d'un concentrateur de lumière, pour optimiser finalement le rendement, utiliser le maximum de photons. Alors il y a déjà des expériences, vous voyez, c'est assez récent, hein, qui ont été faites dans ce cadre-là, où on peut obtenir des systèmes, je dirais, de cellules solaires, exactement basées sur ce concept, dans lesquels les rendements, vous voyez, tournent autour de 5%, ce qui commence à être tout à fait acceptable, avec donc des facteurs des facteurs de remplissage de forme de 75%
et des potentiels de l'ordre de 800 millivolts. Donc ce sont des données qui ne sont pas au niveau des meilleures données, hein, mais qui sont tout à fait montrables, je dirais, au niveau pour ce type de dispositif. Donc ces diatomées avec de l'oxyde de silicium comme, je dirais, coque protectrice sont des matériaux très très intéressants. Mais vous voyez, le CO2, c'est ce que je vous ai dit dans les cours précédents, c'est quand même un composé, je dirais, très, très abondant sur Terre. Hein, très typiquement, le silicium, c'est 25% en masse, donc combiné à l'oxygène, vous voyez ce que ça peut donner. Et c'est un biomatériau, là je vous ai fait 2 cours sur les diatomées, mais c'est un biomatériau qui est très, très, très utilisé par de nombreux organismes. Alors simplement, vous voyez, ça ce sont des éponges. Bon, toutes les éponges non, mais il y a un certain nombre d'éponges, leurs spicules sont en fait des composites organominéraux qui sont performants, vous allez voir la qualité au niveau optique et au niveau mécanique, et dont l'une des composantes est à nouveau justement l'oxyde de silicium, la silice. Alors, ce sont des systèmes qui permettent, vous voyez, ces spicules, ça permet donc de fixer en fait l'éponge au sol. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la longueur de ces spicules peut atteindre facilement 1 mètre. Et il faut que ces systèmes aient quand même des tenues mécaniques assez importantes parce qu'elles sont soumises à des variations et à des courants qui sont assez conséquents. Donc, il faut que le système ait une tenue mécanique qui soit très bonne. Alors, il y a différentes formes d'éponges à spicules de silice. En voilà une qui est assez belle, vous voyez. C'est une éponge que l'on appelle Euplectella, et donc qui se trouve en fait à des profondeurs très variables, hein, essentiellement dans l'océan Pacifique. Donc on la trouve à des profondeurs de l'ordre de 40 mètres, jusqu'à vraiment des profondeurs beaucoup plus importantes. Et donc, à nouveau, ce type d'éponge en silice, c'est un composite, est soumise à des contraintes mécaniques assez conséquentes. Et il faut qu'elle arrive, je dirais, à survivre. Bon, ça, c'est simplement des photos qui vous montrent à nouveau la complexité de ces objets-là, la beauté également de ces objets-là. Donc, c'est à nouveau des structures en silice, des structures hiérarchiques. Alors, ces éponges, on les appelle éponges à crevettes ou corbeilles de Venise, et d'après ce que j'ai lu, ce sont des éponges qui servent de cadeau en fait, de noces, en particulier au Japon. Et ça, je pense que vous savez pourquoi. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les crevettes aiment bien l'environnement protecteur de l'éponge, donc s'insèrent dans le filet, où elles trouvent en fait une protection vis-à-vis des prédateurs, la nourriture suffisante, sauf que les crevettes grossissent et qu'elles restent piégées toute la vie, donc elles sont inséparables jusqu'à la mort. C'est un point de vue sur la fidélité conjugale, bon, et donc, mais c'est un petit peu forcé, je dirais, dans le cas présent. Hein, mais en fait, c'est un cadeau que l'on fait pour les noces au Japon. Alors, pour être un petit peu plus sérieux, je reviens en fait sur la structure de ces éponges. Vous voyez, c'est une structure composite. Les spicules sont des matériaux hybrides qui sont composés de silice et de peptides. Et donc, vous avez des structures en cylindre de silice, des structures en cylindre de silice qui sont coaxiaux et non adhérents puisque vous avez ces couches peptidiques. Donc ça, c'est une des premières conditions qui est intéressante pour la mécanique. Et d'autre part, quand vous regardez la structure intégrale de ce type d'éponge, eh bien, vous avez un renforcement de ces tiges par des systèmes de micro-poutrelles à la fois horizontales et transversales. Et cet ensemble, vous voyez, c'est vraiment de l'ingénierie quelque part, eh bien, cet ensemble permet d'obtenir de rendre compatible un certain nombre de propriétés mécaniques qui ne sont pas du tout évidentes à rendre compatibles. Par exemple, on cumule dans le même matériau de la dureté, de la raideur en flexion, une grande résistance mécanique et surtout une grande énergie de fracture, grâce justement à l'aspect à la fois composite, à cette structure le long de la spicule, et à ce renforcement par micro-poutrelles. Alors maintenant, si on regarde un peu la physico-chimie à l'intérieur en fait, de ces spicules, eh bien, on s'aperçoit que ça ressemble finalement à une fibre optique. Vous avez en fait des systèmes dans un canal central qui a un indice relativement élevé par rapport aux canaux périphériques. Hein.
Et donc, a priori, vous êtes dans les conditions qui ressemblent à celles d'une fibre optique. L'avantage de ce type de fibre optique, c'est que finalement, comme si vous avez un composite organominéral, eh bien, c'est beaucoup moins fragile que les fibres optiques qui sont actuellement sur le marché. Alors, est-ce que ça donne vraiment des propriétés de fibre optique? Eh bien, oui. En fait, elles sont assez performantes. Vous voyez ici, vous avez un interphotogramme qui est fait sur une seule spicule. Et ici, vous avez l'indice de réfraction en fonction de la position radiale. Et donc là, vous avez très clairement le cœur, vous voyez, à fort indice, et en fait la gaine à plus faible indice. Et en plus, par rapport, je dirais, aux silice, aux fibres de silice qui sont faites, je dirais, par l'homme, qui sont faites en imposant certaines contraintes à haute température, eh bien, vous voyez, vous avez la même réponse, quelle que soit l'orientation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réponse anisotrope. Donc ça présente déjà, c'est un matériau qui est assez intéressant. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Alors on sait aujourd'hui en chimie faire de la chimie douce, utiliser différents types de gabarits, des procédés comme l'aérosol ou autres, pour arriver, vous voyez, à faire des cocktails absolument magnifiques avec des structures qui sont des structures poreuses, hiérarchiques, avec différents types de fonctionnalités. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Ce que je vous ai montré dans la leçon précédente et dans le début de ma leçon, c'est quelque chose qui est fait dans la nature et donc ça nous ramène quand même à une certaine modestie, je crois. On fait des choses qui sont intéressantes, mais on est quand même loin de réaliser des structures aussi belles, aussi complexes au niveau de la hiérarchie et de la porosité que celles qui sont développées par exemple dans le cadre des diatomées. Et il n'y a pas que les diatomées ni les spicules d'éponge. Voilà, ce sont des images de glyphites, donc ce sont des amides dont la tech en fait est composée d'écailles de silice. C'est ce que la nature arrive à faire assez facilement. Ça, ce sont des chrysophysées, donc des algues unicellulaires. À nouveau, vous voyez la complexité et la beauté finalement des protections qui sont faites en silice. Donc je reviens simplement pour finir, en vous montrant quelques diatomées en noir et blanc. Quelques, je dis bien, pensez qu'il y en a 200 000 connus aujourd'hui, avec la variété de structures, variété de porosité, etc. Donc on sait faire des belles choses au niveau des laboratoires, mais on est encore un petit peu loin de tout ça. Donc ça, ce sont des vues en couleur, en fait, des diatomées. Voilà, donc de mon point de vue, les diatomées, ce sont des superbes systèmes pour justement augmenter le challenge du chimiste des matériaux, mais en particulier, ça reste des inaccessibles étoiles, ça c'est assez clair. On n'arrive pas à faire au moins aussi beau et aussi performant. Voilà, donc je vous rappelle que ceci est le dernier cours de cette année, mais il va y avoir un colloque le 17 mars 2015 avec un ensemble de conférences plénières, invitées ou keynote, avec multifacettes. Vous allez avoir des présentations très très différentes, mais le point commun de toutes ces présentations, ça va être finalement de la recherche qui se fait à l'interface de la chimie des matériaux, de la biologie et de la médecine. Et également, je vous rappelle que le 19 mai 2015, Patrick Couvreur en fait, organise également un colloque ouvert à tout le monde sur les progrès qu'il a fait dans le cadre de son ERC à la recherche de nouveaux nanomédicaments. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.